Bonjour à tous, on va démarrer, puis comme on dit, ça les fera venir. Alors, les 20 ans de la loi Borloo, est-ce que, pour les services à la personne, est-ce que c'est un coup ou un levier pour la société? La grande loi, on appelle, c'est la grande loi de cohésion sociale de 2005, ça a été une avancée majeure pour les services à la personne, mais 20 ans plus tard, il y a toujours des défis qui demeurent. Le secteur est en quête d'équilibre entre l'accessibilité financière, la qualité des prestations, l'attractivité pour les professionnels. Pour nous aider à y voir plus clair, avec nous aujourd'hui Thierry Dabeville, secrétaire général de l'Union nationale ADMR, Geoffroy Cailloux, chef de service d'économie de proximité à la direction générale des entreprises, Mathieu Didier-Jean, président de la coopérative Access SAP, et Nicolas Urtiger, président du CNRPA Domicile. Bonjour à tous les quatre. Thierry, la loi Borloo que vous avez connu l'avant et vous avez connu l'après, quelles conséquences ça a eu sur le secteur de l'aide à la personne? Et pas les services à la personne, mais bien l'aide à la personne. Alors peut-être il est important de replacer un peu dans le contexte. Lorsque, avant 2005, finalement, le plan Borloo, notre secteur associatif, en tout cas médico-social, était régi par la loi 2002. Et 3 ans après, on avait déjà un peu de mal à digérer la mise en place de la loi 2002, est arrivé le plan Borloo. On peut dire que c'était le bordel avant ou... Non, disons les choses. Sûr que non, puisque la loi 2002, elle est très structurante et je veux dire, nous, voilà, mais simplement, on avait cette loi je dirais, à mettre en œuvre. Hein. Donc 3 ans après, le plan Borloo arrive. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous avions, toujours pareil avant le plan Borloo, essentiellement, en termes de mode de tarification, de financement, autorisation et tarification. Hein, voilà comment notre secteur était régi. Alors je parle bien sûr pour les personnes âgées et les personnes vivant avec un handicap. Hein, donc APA, PCH. Le plan Borloo, il a eu pour vocation, je me souviens très bien lorsqu'il a été lancé, mais Jean-Louis Borloo n'est pas là, mais c'était créer de l'emploi et de l'emploi de proximité. Hein, c'était un vrai sujet, la question de l'emploi. Et puis, il y avait également permettre à l'ensemble de la population, tous les publics, de pouvoir accéder à un certain nombre de services. Par rapport à cette création d'emplois, si on se replace 20 ans après, on est dans un autre contexte. Aujourd'hui, je crois que tous les acteurs pourront le dire, les problèmes de recrutement enfin, je dirais, se posent à nous tous. Donc on n'est plus du tout dans la même logique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on parle beaucoup de service à la personne. Nous, je vais prendre l'organisation que je dirige, l'ADMR, on est dans l'aide à la personne. Donc c'est tout à fait autre chose. On peut peut-être donner les détails, peut-être que tout le monde n'est pas au courant. Service à la personne, on va dire que c'est les 21 services qui sont, qui sont répertoriés depuis le plan Borloo. L'aide à la personne, c'est accompagner des personnes âgées ou des personnes vivant avec un handicap, essentiellement dans les actes essentiels de la vie. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes, je dirais, sur les mêmes publics et sur la même offre de services. Bien sûr. Et la question là, je tiens à le dire tout de suite, elle n'est pas une question d'entreprise ou d'association, parce qu'il y a des entreprises commerciales qui font de l'aide à la personne, et de la même façon que nous, associatifs, 80% de notre activité, elle est sur l'aide à la personne. Donc je crois que ça aussi, c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Alors, ce qui s'est passé, on avait un système d'agrément et un système d'autorisation. Le système d'agrément, finalement, est tombé d'une certaine façon, sauf pour le mandataire, mais c'est un système d'autorisation, et maintenant, il y a deux possibilités. Soit on a une tarification, excusez-moi d'être un peu technique, soit on a dans le détail, ouais. On a une tarification, soit on n'a pas de tarification.
Et finalement, une des répercussions du plan Borloo, c'est d'amener un certain nombre de conseils départementaux à être dans une logique d'autorisation et de détarification. Ça, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire bien souvent, quand on est dans la détarification, qu'on a un reste à charge plus important pour les personnes. Et on est, en tout cas, voilà, le réseau, la DMR, on est quand même beaucoup à intervenir en ruralité, on va dire comme ça, avec des gens qui ont des petites retraites. Et cette question du reste à charge est quelque chose d'extrêmement impactant, qui fait que les personnes ne vont pas jusqu'au bout de leur plan d'aide. D'accord. Donc voilà un peu le contexte et une des conséquences, alors sans doute qu'on ne pouvait pas mesurer en 2005, hein, mais qui aujourd'hui... 20 ans après, on peut... 20 ans après. On a le recul. Alors après, une fois qu'on a dit ça, il y a eu des aspects aussi positifs. Je parle bien sûr de la fiscalité, sachant que chaque année, on se dit, est-ce que, je parle sous le contrôle de M. Gaillot, est-ce que le PLF ne va pas revenir sur ces questions de fiscalité? Et nous, notre secteur a besoin de stabilité fiscale. L'autre chose, ça nous a permis aussi de revenir un peu sur nos fondamentaux, de nous réinterroger sur nos fondamentaux. Et quand je dis nos fondamentaux, c'est le projet politique, parce qu'un réseau comme le nôtre, il n'est pas que dans la prestation technique. Il a aussi une autre dimension. Finalement, on fait de cette façon une mission de service public. On va revenir dans les détails tout à l'heure. D'accord. On va essayer d'être d'abord le plus large possible et puis petit à petit venir dans le détail. Vous êtes OK ? Ça veut dire que j'arrête ? Voilà, exactement. D'accord. Parce que sinon, les autres n'auront pas le temps de parler. C'est clair. En 2022, il y a quand même eu des chiffres qui sont sortis. Les services à la personne, c'est près de 9 milliards d'euros de soutien. Ça, c'est quand même des chiffres à connaître. C'est 26 secteurs différents. Il y a donc eu un rapport de la Cour des comptes. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer la hausse exponentielle des soutiens avec la stagnation qui a été constatée de l'activité depuis 10 ans, Mathieu? C'est la Cour des comptes qui dit stagnation. Alors, bonjour à tous. C'est vrai que... Alors, je tiens quand même à nuancer quand on parle de stagnation. Selon la Cour des comptes. Alors, selon la Cour des comptes. Alors après, c'est vrai que les soutiens publics sont toujours très forts pour les services à la personne. Il y a toujours le crédit d'impôt de 50% qui est en place. On a des signaux quand même forts depuis 2 ans avec l'avance immédiate de crédit d'impôt qui permet quand même d'asseoir les services à la personne et de rendre les services à la personne plus compétitifs. En réalité, alors nous, le regard que nous on peut avoir au sein de la coopérative, alors je représente le modèle des coopératives de services à la personne et je vous en dirai un petit peu plus après. Faut savoir que nous aujourd'hui on représente 7000 intervenants professionnels qui sont tous adhérents de la coopérative. Et on est plutôt, on constate plutôt une augmentation de. Constatez l'inverse, vous, sur le terrain. En fait. Nous, on constate plutôt l'inverse, de l'ordre de 10 à 20% pour l'activité de nos adhérents, régulièrement, tous les ans. C'est-à-dire qu'ils vont trouver des nouveaux clients, ils sont plus compétitifs, et ça démontre que les ménages sont vraiment intéressés par les activités. Alors, à la différence, moi je vais plutôt porter la parole des activités de déclaration et des activités de confort, mais c'est vrai qu'on constate cette augmentation. Le jardin, le ménage, l'informatique, les activités de confort. Et autre chiffre aussi, c'est vrai que les organismes de services à la personne privés sont en augmentation également d'à peu près 20% d'année en année, donc on voit quand même qu'il y a une dynamique positive. Donc il parle de stagnation, mais sur le terrain, on ne constate pas. C'est vrai que là, quand vous me posez la question, Richard, moi je vois plutôt l'effet inverse. D'accord, Nicolas également. Ouais. Sur le terrain, pareil. Même constat ou... Alors, je peux faire un petit plaidoyer. Tu m'autorises, Richard? Bien sûr, vas-y. J'ai pas fait de plaidoyer, moi. Non, mais en fait, moi, le retour que j'ai de mon réseau et de mes adhérents du Tenir pas domicile, c'est qu'on se développe. On est sur un secteur en croissance. Donc évidemment, s'il y a des dispositifs fiscaux, plus l'activité se développe, plus ça coûte, mais on rapporte. Donc on raisonne en retour sur investissement. Oui, on coûte, mais on rapporte plus que ce qu'on coûte. Et les fédérations ont fait des études. Pour 1 euro investi dans le secteur, les pouvoirs publics en récupèrent 1,3 €, 1,4 €.
Donc c'est rentable. Maintenant, on pourrait se développer encore plus vite, encore mieux, en allégeant ce que je qualifierais d'excès de bureaucratie. Elon Musk aux États-Unis dit qu'il va s'attaquer, donc ça touche pas que la France, hein, même aux US, il va s'attaquer à la bureaucratie. Bon, à la bonne heure, hein, j'attends de voir. Casbarian en France nous dit oui, je vais regarder de très près ce qui se fait aux États-Unis. Et donc, on a des boulets. Oui, on vit d'argent public. Donc, oui, il faut nous contrôler, mais on est responsable. On est des patrons et des dirigeants responsables. On ne fait pas n'importe quoi. Moi, si vous voulez me contrôler, il n'y a pas de souci. J'ouvre les cuisines et les dépendances. Mais on a parfois des demandes de reporting et de remontée d'informations qui sont faites en dépit du bon sens, qui ne sont pas demandées de façon très pragmatique. Et malheureusement, ça sclérose en fait un petit peu et ça obère les capacités d'innovation et d'investissement des acteurs. Moi, je préférerais investir dans l'intelligence artificielle, dans la digitalisation du parcours client, dans la digitalisation de l'expérience salariée, puisque les salariés deviennent aussi un petit peu des clients. On est en pénurie de personnel qualifié. Plutôt que de devoir remplir des tableaux de bord de la performance, des reportings pour les CEPOM. J'ai 100 CEPOM différents. Donc je dirige un réseau pour homogénéiser une stratégie de développement à l'échelle nationale. C'est infernal. Et on a l'impression que suite à ce qui s'est passé dans le champ des EHPAD, pour les acteurs médico-sociaux dans les services à la personne, bah, la qualité, on va la chercher par de l'administratif, du reporting. Alors qu'aujourd'hui, nos adhérents nous disent on perd le sens de nos métiers. Notre métier, c'est d'aider les gens, c'est d'aider les plus fragiles, de rendre service, de créer de l'emploi non délocalisable. C'est pas de remplir des fichiers Excel dont on sait très bien que, pour la plupart, ils ne sont pas lus. On ne sait pas très bien sur quoi ça débouche. Donc on a une multitude d'acteurs à qui on doit transmettre de la donnée. Ce serait tellement plus simple de passer par les éditeurs je suis moi-même éditeur de logiciels. Je veux dire, les datas sur nos métiers sont en soi pas si complexes que ça. On a des bases de données clients, on a des bases de données salariés, on fait des requêtes, on gère des plannings, on optimise les tournées. Donc on pourrait unifier la donnée et la transmettre une et une seule fois à des acteurs qui pourraient la partager. Et pour avoir... Donc, Geoffroy va sûrement nous parler du rapport que la DGE sort aujourd'hui et qui est fort intéressant, mais, et qui pourrait valoriser l'impact des politiques publiques sur le secteur. Ça fait plaisir quand on sait qu'on a eu un choc des simplifications, donc c'est super. Geoffroy, donc c'est quoi ce rapport? Parce que là, on a encore des nouveaux chiffres. Ben oui, comme dans les émissions littéraires, j'ai une actualité. Donc ouais, c'est le nouveau rapport de la DGE sur les services à la personne. Vous avez aimé celui de l'an dernier, j'espère. Voilà la version 2024. Donc à la fin, on mettra un QR code ici pour que tout le monde puisse flasher et le télécharger en direct. Il est déjà sur le site de la DGE. Mais peut-être avant, j'en reparlerai pendant toute la table ronde, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'il dit ce rapport? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Peut-être revenir en un mot sur celui de l'an dernier, parce que c'est un lien direct avec l'objet de la table ronde et la loi Borloo. Et je salue l'arrivée de Monsieur Borloo. Celui de l'an dernier, il dit qu'entre 2008 et aujourd'hui, en gros, hors particulier employeur, donc vraiment chez les prestataires, la part du privé, des entreprises, a quadruplé pour passer de 12 à 48%, donc quasiment la moitié. Donc ça, c'est vraiment le chiffre clé qui explique à quel point le paysage s'est transformé. Et le rapport de l'an dernier, il disait une deuxième chose, c'est qu'à horizon 2030, pour répondre à la demande en service à la personne, notamment sous l'effet, mais pas uniquement, de la transition démographique, ce sont des centaines de milliers d'emplois qu'il va falloir trouver, pourvoir, etc. 300 000. Voilà. Donc si vous voulez, notre perspective, elle est assez simple, on a besoin de tout le monde. On n'est certainement pas dans une optique d'opposer les uns aux autres, et certainement pas les entreprises à la direction générale des entreprises. Donc de dire il faut créer le cadre qui permet à tous de se développer, et on reviendra sur la simplification. Ça, c'est un petit peu le mantra. Et après, je ne vais pas vous faire une grappe avec toutes les bonnes feuilles du théma, on en parlera. Mais l'un des aspects intéressants, c'est que le recours à ces financements publics, comme on le disait, alors en fait, il a connu un bond entre 2017 et 2018 avec la généralisation du crédit d'impôt. Ça a été vraiment la marche d'escalier, puisqu'on est passé de un peu plus de 7 milliards à quasiment 8,5. Et en réalité, depuis, on est assez stable dans l'enveloppe de 8,5, dont le crédit d'impôt, bien sûr, constitue la part essentielle. C'est quoi le secret? Alors, c'est le crédit d'impôt instantané? Alors, crédit d'impôt instantané, on n'a pas encore documenté tous les effets là-dedans, mais ça commence à arriver. En revanche, il y a déjà une statistique intéressante que vous retrouverez dans le théma de la DGE,
qui est que à catégorie de revenus donnée, entre ceux qui utilisent le crédit d'impôt instantané et ceux qui ne l'utilisent pas, on observe une augmentation de la dépense qui est comprise entre 25 et 30%. Donc ça veut dire que ça incite véritablement ce que vous nous avez tous transmis comme données empiriques, en disant oui, on voit que la demande est boostée par le recours au crédit d'impôt instantané. On le constate aujourd'hui, on est capable de mettre des chiffres dessus. Quel type de population? Tout type de population. Tout type de, voilà, c'est le deuxième enseignement. Merci pour la relance. C'est le deuxième enseignement fort de ce thème. C'est-à-dire qu'on vient un peu tordre le cou à certaines idées avec lesquelles les uns et les autres, voilà, on est obligé de ferrailler chacun à son niveau. Alors, il est vrai que le recours est plus important dans les déciles supérieurs que chez les ménages modestes, c'est vrai. Par contre, il progresse de manière plus dynamique chez les plus modestes. Et par ailleurs, sur un chiffre, entre 2021 et 2022, on a embarqué 200 000 nouveaux foyers dans les services à la personne. Il y en a la moitié qui sont dans les 5 premiers déciles de revenus. Ouais, voilà, c'est des choses un peu surprenantes, mais qu'on est maintenant capable d'établir par les faits. Tous les trois, le crédit d'impôt instantané, votre avis? Ça va booster? Oui. Incontestablement. Incontestablement. Vas-y, je t'en prie. Non, ça a eu un... Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas encore généralisé à l'ensemble des activités des services à la personne. Donc, pour ceux qui ont accès, ça a effectivement dopé la demande. Et surtout que c'est arrivé dans un contexte assez inflationniste, de problématique de pouvoir d'achat. Donc, le momentum et le timing étaient très bons. Maintenant, on a hâte que ça se généralise pour les allocataires de l'APA et de la PCH. Aujourd'hui, on se heurte à des dissensions entre l'État, les collectivités, certains qui attendent la généralisation du SIAPA, mais qui prend un petit peu de temps. Et quand on sait que la dynamique des services à la personne aujourd'hui est quand même en partie portée par les services PAPH, personnes âgées handicapées, ce serait bien qu'on arrive à accélérer un petit peu, encore une fois, non seulement la demande, mais l'offre s'en trouverait grandie et boostée. Mathieu? Nous, clairement, depuis 2 ans, ça a été un raz-de-marée, l'avance immédiate de crédit d'impôt. Je suis passé voir l'URSSAF ce matin, ils m'ont donné les chiffres. Là, c'est 1 million de clients particuliers qui sont inscrits, 11 000 sociétés, organismes de services à la personne. Et de notre côté, au niveau d'Accessap, on en a inscrit 150 000. Donc on a vraiment le recul et on a vu vraiment que ça a été porteur sur le secteur. Et clairement, là, ça a permis aux entreprises de s'ouvrir des nouveaux marchés. Ça devient beaucoup plus attractif pour les clients et les clients particuliers. Alors, tout est dématérialisé. On est dans un monde 100% digital en termes d'outils. On a encore ce besoin d'accompagner les gens, que ce soit les entreprises et les particuliers, dans leur démarche. Et c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien au sein de groupements comme le mien. C'est vrai que là, depuis 2 ans, on a du recul et clairement, ça a ouvert un nouveau marché. L'avance immédiate de crédit d'impôt, on ne s'attendait pas à avoir un tel regain d'activité, donc c'est vrai que c'est très positif. Thierry? Oui, là aussi, chez nous, par rapport crédit instantané, vis-à-vis de notre public qui va acheter des services, il y a eu un plus significatif. Sachant que nous, notre intervention, je le disais tout à l'heure, elle fait à 80% auprès de personnes relevant de l'APA et de la PCH. Donc là-dessus, on attend. On attend, pas encore concerné. On a compris que ça coûtait 9 milliards, mais que ça rapportait. Je peux rajouter un tout petit message sur crédit d'impôt instantané. Oui. J'en ai déjà parlé avant, mais la deuxième information importante, c'est que ça permet d'embarquer là aussi de nouvelles catégories de population. Parce que sans surprise, le recours chez les personnes les plus jeunes, qui utilisent aussi les services à la personne, est 3 fois plus important que chez les personnes les plus âgées. Donc on voit qu'ils sont les premiers utilisateurs du crédit d'impôt instantané. Donc il faut vraiment télécharger le document. Il faut le télécharger. Ne partez pas d'ici sans l'avoir téléchargé. C'est obligatoire. Donc du coup, j'ai perdu ma question. Ah oui, c'était ça. Ouais. Donc ça coûte 9 milliards d'euros, on l'a vu, mais ça rapporte. Mais comment ça se fait qu'il y ait toujours ce frein à l'emploi? Comment ça se fait qu'on a du mal à trouver? Je pense que c'est la question de l'attractivité. C'est ça l'enjeu qui est devant nous. Il faut rendre d'abord... souvent, on en parle de façon négative de ces métiers. Et je pense que déjà, il faut avoir un regard très positif parce que
comme tout métier, il y a des choses qui sont peut-être difficiles. Mais déjà en 2005, elle avait servi cette loi à revaloriser déjà. Alors moi, si je reprends 2005, je pense qu'en 2005, on n'avait pas de problème. C'est-à-dire pour recruter, on recrutait sans problème. Aujourd'hui, il y a la question de la rémunération et des conditions. Donc la rémunération, ça c'est un vrai frein. On va pas recommencer toujours ce qu'on dit, mais pourquoi est-ce qu'on va chez le mécanicien, excusez-moi de parler de mécanicien, mais on va avoir une facture qui va être 3 fois, 4 fois plus chère pour une heure d'intervention que pour une aide à domicile. Oui, mais nous, est-ce qu'on est prêt à payer pour ? Eh ben, c'est là tout le problème. Parce que sinon, c'est pas Nicolas et Mathieu on qui est bien payent pas d'accord, assez. c'est que le particulier, il n'est pas prêt à payer, à mettre je dirais, le vrai tarif. Après, donc il y a la question du tarif, il y a la question également des conditions de vie au travail. Oui, c'est ça, oui. Ça a changé. Un exemple qui est cher au président Richefou, c'est la question, la mobilité. Je veux dire, on fait 300 millions de kilomètres par an, notre réseau ADMR, nos salariés. 300 millions de kilomètres par an. Ça veut dire que la question de la mobilité des flottes automobiles, et je parle bien des flottes automobiles parce que je pense que c'est là-dessus qu'il faut y aller, sur un certain nombre de critères, mais il faut aller c'est quelque chose d'indispensable et qu'on a mis en tout cas chez nous en place depuis 7-8 ans. Avant, c'est quelque chose qui n'existait pas, mais c'est un élément d'attractivité important. Et il y a comme ça aussi la question, je dirais, dans notre métier, la question de la planification, des interventions est aussi un vrai sujet. C'est l'IA, ça c'est... Donc c'est finalement le management des équipes aussi. Oui. Et il faut savoir se réinterroger là-dessus. Et peut-être que, alors ça c'est un des points positifs peut-être du plan Borloo, c'est finalement la concurrence d'une certaine façon qui s'est nouée, qui s'est mise en place, nous a obligés à retravailler nos fondamentaux, et parce que on est en concurrence, même si on peut être porter des mêmes sujets, être partenaire sur un certain nombre de sujets. Et le millefeuille qui a été rajouté année après année, est-ce que ça n'a pas rendu plus complexe encore ces lois ? Est-ce que ça n'a pas fait monter le travail au noir ? C'est ce qu'on a vu, en tout cas dans le rapport de la Cour des comptes. Qui veut oser répondre ? Mathieu. La complexité, elle existe. C'est vrai qu'il y a beaucoup de façons de faire. Il y a le système mandataire, prestataire, les organismes de service à la personne, particulier employeur. Donc il y a beaucoup de choses qui existent dans les services à la personne. Après, je vais prêcher pour ma paroisse. C'est vrai qu'au niveau du modèle qu'on propose de coopérative de services à la personne, qui permet quand même d'accompagner à la fois les professionnels, les particuliers dans toutes leurs démarches de service à la personne au niveau fiscal, juridique, administratif, il y a un réel besoin en fait de lisibilité sur le marché. Et on essaye de le faire depuis un peu plus de 10 ans au sein d'AccessApp, et c'est pour ça aussi que, comme je vous l'ai dit, on a des signaux assez positifs sur les activités de confort. Après, la complexité, elle existe, mais elle est nécessaire dans tous les cas. Enfin, le cadre réglementaire des services à la personne est nécessaire. Donc voilà. Nicolas. Je sais pas si Nicolas, tu... Alors, je voudrais juste réagir effectivement aux propos de Thierry et de Mathieu. Je suis d'accord avec Thierry, c'est qu'alors, évidemment, il y a une problématique de recrutement, mais c'est tous les métiers du care et de tout un tas de filières qui sont en tension, donc c'est pas propre au service à la personne. Mais je parle des métiers du care parce que du coup, sur les profils notamment d'aide à domicile, on est en compétition et en concurrence avec les établissements, avec tout un tas d'acteurs du monde sanitaire. Donc la concurrence, effectivement, s'intensifie. Mais effectivement, il faut redonner ces titres de noblesse à ces métiers qui sont trop souvent décriés. Le jour où les parents seront fiers d'apprendre que leur enfant veut devenir auxiliaire de vie, on aura gagné. Mais aujourd'hui, ça fait pas rêver. On passe notre temps à dire c'est des métiers qui sont durs, qui sont compliqués, qui génèrent de la fatigue. Donc oui, par certains aspects c'est vrai, mais c'est aussi des métiers qui sont riches humainement et qui sont
pas aussi bien payés que ce qu'on souhaiterait qu'ils le soient, mais qui sont pas non plus, enfin, sur les profils de salariés temps plein, il y a une problématique effectivement du temps partiel, de la fragmentation des temps de travail, mais globalement, sur la petite enfance ou la dépendance notamment, vous êtes sur des temps pleins, voire quasi temps plein, et quand on y arrive, les niveaux de salaire sont tout à fait corrects. Par ailleurs, la plupart des acteurs du secteur innovent aussi sur le plan managérial, avec les équipes autonomes, avec une responsabilisation, de l'investissement en prévention des risques professionnels, de la QVT. Donc c'est toute la filière qui est quand même en train de se structurer. Mais il faut des campagnes de communication massives pour valoriser les métiers. Et puis par ailleurs, il ne faut surtout pas couper les fonds de la formation. Parce que comme on manque de personnel, on mise à fond sur la formation. Ce qui a été fait sur la simplification du dispositif VAE, ça c'est super, c'est génial. Et d'ailleurs, nos métiers se prêtent très bien à la VAE simplifiée. Parce que je crois que c'était 80% des VAE qui aboutissaient à des échecs. Donc il a fallu alléger la procédure administrative de mise en place des VAE. Donc là-dessus, on est parfaitement d'accord. Et puis, par rapport à ce que disait Mathieu, et pour rebondir sur ce que j'ai pu dire précédemment, c'est que nous, on le voit au sein de nos équipes managériales et encadrantes, en 5 ans à peu près, on a doublé le temps de travail administratif. Et pas forcément pour les bonnes raisons. Donc, alors, on mise sur effectivement tout un tas d'outils digitaux qui vont nous permettre d'aller chercher des gains de productivité sur les temps de traitement administratifs. Mais c'est dommage de se dire, voilà, il y a cette surcharge administrative et qui ne se fait pas forcément dans l'intérêt ni du bénéficiaire ni des collaborateurs. Il y a 20 ans, justement, l'intelligence artificielle, la qualité de vie au travail, le sens au travail, tout ça n'existait pas. Les technologies type exosquelette, tout ça n'existait pas. Geoffroy, est-ce que ça va améliorer peut-être l'attractivité ? Je pense que c'est quand même d'un ordre 2 par rapport à la question du financement aujourd'hui. Très clairement, la clé de l'attractivité, elle réside pour fidéliser les intervenantes. Je l'emploie au féminin à dessein, mais dans des 80%. Voilà, dans des bons salaires, Et le président Richefou est parti, mais je pense qu'il y a eu déjà tout un travail il y a 2 ans avec l'introduction d'un tarif socle pour les prestataires. Là, c'est vraiment le cœur du problème. Après, sur l'innovation, on est vraiment sur des métiers où, par définition, l'humain ne sera pas remplacé. Enfin, je vois bien qu'au Japon, il y a des petites peluches robots, mais on est un peu dans du gadget. C'est évidemment pas... Voilà, c'est au Japon. Il y a Tesla aussi. Mais en revanche, il y a effectivement un point sur lequel il y a probablement des solutions d'ailleurs qui existent déjà sur le marché. C'est sur l'optimisation de ces plannings. Je ne sais pas ce qu'en pensent les acteurs, mais là, il me semble qu'il y a un gisement d'efficacité et qui fera du bien à tout le monde, en temps administratif, en mal de tête administratif, en confort de vie pour l'auxiliaire et donc un petit peu de temps en plus pour le bénéficiaire. Donc tout le monde y gagnerait. Je pense que c'est là le gisement dans les sapes. Thierry ? C'est déjà en place dans nos organisations. Les systèmes d'information, je dirais, planifient déjà. Il y a des aides à la planification de façon à gagner les 100 mètres par intervenant. Parce que quand vous êtes sur des je dirais des millions de kilomètres, ce temps-là est un gain extrêmement important. Donc on a déjà commencé à travailler avec l'intelligence, enfin tout ce qu'apporte l'intelligence artificielle. Il nous reste 3 minutes. L'assouplissement de la condition d'exclusivité pour les auto-entrepreneurs et les entreprises de moins de 10 salariés. Selon vous, c'est une bonne chose ? Est-ce que ça va au contraire à nouveau atomiser le marché ? Nicolas. Non, c'est une mesure qui est extrêmement favorable. Alors évidemment, il faut que ça respecte un certain cadre, il ne faut pas que ce soit la porte ouverte à n'importe quoi, mais on souffre aujourd'hui d'un hyper-cloisonnement de nos activités et de nos offres. Pour les structures de domicile, la réforme des services autonomie partait d'une bonne intention. On décloisonne le soin, le non-soin, et on permet d'aller vers une offre globale, on facilite la structuration de parcours de carrière, mais on arrive à une réforme des services autonomie qui est un peu trop complexe. Donc j'espère que là, cet amendement à la condition d'activité exclusive va effectivement stimuler l'innovation, la diversification de l'offre. On s'est heurté pour les acteurs qui font
du hors domicile, sur du transport, sur du portage de repas, sur ce type de structure qui devait systématiquement être rattachée à une activité réalisée au sein du domicile. Il faut du pragmatisme, de la simplification, et cette mesure, à mon sens, bon, sous réserve qu'elle soit encadrée, mais ce qui est le cas, est extrêmement favorable pour le secteur. Guillaume. Je me permets de rebondir là-dessus. Mathieu. C'est vrai qu'il va quand même y avoir besoin d'encadrement parce que sur l'assouplissement de l'activité exclusive, je ne sais pas si vous êtes tous au courant avec le décret qui est sorti au mois de juillet dernier, ça s'applique là, hein, demain c'est le 1er janvier 2025, c'est pour les petites structures de moins de 11 salariés, micro-entreprises comprises, qui sont déclarées service à la personne, qui pourront aller sur une activité qui n'est pas une activité de service à la personne à hauteur de 30% de leur chiffre d'affaires sur l'année N-1. Alors, je comprends pour les acteurs sur le terrain d'être bloqués sur des activités qu'ils ne pouvaient pas faire, de la vente par exemple, des activités qu'on appelle les activités accessoires, mais faut quand même, on part d'une notion d'exclusivité qu'on assouplit. Bon, restons quand même au niveau réglementaire avec les contrôles qu'il va falloir derrière, parce que c'est aussi les petites structures, et en sachant qu'en plus on est dans une dynamique d'avance immédiate, il y a une dynamique aussi de sécurisation de l'avance immédiate, sachant que l'avance immédiate est vraiment devenir de plus en plus généralisée, hein. Nous, c'est déjà 40% des modes de règlement chez nous. Donc voilà, juste point d'alerte sur ce sujet de l'assouplissement de l'activité exclusive pour les petites structures. Là, on verra comment ça va se passer sur l'année 2025, mais voilà, le cadre réglementaire est quand même très important dans les services à la personne. On attend. Je vous demande d'accueillir Alain Bosetti, le créateur du salon. Toi d'abord, c'est toi qui... Et ensuite, monsieur le ministre. Puisque je crois que tu veux dire quelques mots quand même. Alain Bosetti, le créateur du salon. Bonjour à tous, merci. J'ai deux choses à vous dire. Une, pas très drôle, mais c'est important. Je voudrais qu'on ait une pensée pour Claudie Culac, qui nous a quittés il y a quelques semaines et qui était la présidente de la compagnie des aidants et qui a fait beaucoup pour les aidants familiaux. Voilà, donc je voudrais juste qu'on ait une pensée pour elle. Et puis, je voudrais vous remercier Jean-Louis Borloo qui est là parce que... on est à la veille de l'anniversaire du plan qu'il a lancé en février 2005 et de la loi qui a été lancée en juillet 2005. Il y a également Hervé Novelli, qui était à ses côtés lorsqu'il était ministre, qui a été à l'origine du régime de l'auto-entrepreneur. Mathieu, tu en parlais tout à l'heure. Et sans Jean-Louis, sans votre plan et sans votre initiative en 2005, ce salon ne serait pas, parce que les acteurs ne seraient pas là pour la plupart. Donc merci beaucoup. Et, je vais vous laisser la parole. Et puis... Mais si, Jean-Louis, venez. Jean-Louis Borloo. Et merci à tous les exposants et partenaires du salon. Je vais vous raconter où est l'ennemi, comment vous pouvez vous faire tordre le cou au détour d'un ravin ou d'un col. Parce que quel est le problème culturel auquel on est confronté? Je vais raconter une histoire. J'étais là, j'ai essayé de bricoler un plan de cohésion sociale. Et puis, on me dit, il y a une dame là, un chercheur, une femme. Elle a eu un grave accident de voiture. Sa famille est morte. Et elle voudrait vraiment vous parler. J'accueille cette femme. Elle ne me parle pas de son accident. C'est un chercheur en macroéconomie et elle m'explique la chose suivante. Elle me dit, voilà monsieur, dans le monde économique moderne, quelle pourrait être la plus grande avancée populaire et humaine possible? Elle me dit, au fond, est-ce que la 8e paire de chaussures apporte du bonheur en plus? En revanche, est-ce que 1 heure, 2 heures, 3 heures ou 4 heures de service, de care, enfin peu importe de quoi, en fait, pour l'essentiel, par les femmes et pour les femmes, si on arrivait à rendre populaire l'heure marginale de travail, on apporterait un bonheur extraordinaire à ceux qui vont faire et à ceux qui reçoivent. Et en fait,
les services à la personne de manière un peu massive, ce n'est que l'enfant de cette conversation avec cette dame. Et toute la démarche, ça a été comment on fait pour que toutes les classes de la nation, toutes les mamans, toutes les familles puissent bénéficier d'un service, alors à la personne, à la famille. Alors en grattant, on se rend compte que tout le monde est gagnant. Un chiffre. Dans les entreprises, la gestion de la tribu, au sens large, des appendices de la tribu, c'est 4h60. Les entreprises ont intérêt à libérer le cerveau des femmes qui travaillent dans l'entreprise. Le soutien scolaire, moral, et que tout ça. Je me souviens de cette bagarre qui avait lieu. Est-ce qu'on doit introduire les coiffeurs à domicile? J'en parle comme d'une anecdote, mais elle est tellement révélatrice. Évidemment que tous les petits hommes en gris... Pardon, monsieur le directeur de la DGE. Ah? Non, mais vous voyez très très bien ce que je veux vous dire. Alors, dire que coiffer, c'est un service à la personne, mais évidemment, quoi de plus important pour une femme à l'hôpital d'être belle? Mais ça fait tellement partie du redressement médical. C'est vital être belle à l'hôpital ou dans un centre d'accueil. C'est pas un métier de coiffeur, c'est un métier de bonheur. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que vos ennemis, ça va être encore la civilisation des garçons qui considèrent que les seuls trucs importants, c'est les métiers de garçons pour les garçons. Voilà. Je me souviens très très bien. J'étais ultra minoritaire. Mais quand je vous dis minoritaire, c'est pas minoritaire. C'est à peine on me disait bonjour, tellement j'étais un gnaoui dans un truc bizarre. Comment on les a eus? Je vais vous expliquer comment. On a invité à déjeuner toutes les rédactrices en chef de la presse féminine. Je leur ai dit, vous savez, dès qu'on va ouvrir la gueule, ils vont tous nous dire, c'est pas des vrais métiers, c'est des petits boulots, c'est pas sérieux, c'est pas encadré, il n'y a pas de qualification, enfin bref. Et en fait, il y a une campagne de presse spontanée, volontaire, faite par la presse féminine. Alors, Monsieur le Président, je crains que les petits hommes en gris, vous ne pouvez pas les en empêcher. Vous ne pourrez pas les empêcher de penser que ce n'est pas vraiment du très haut de gamme de métier. Vous ne pouvez pas. C'est pas possible. C'est comme ça. Il faut rester très vigilant. Ce secteur d'activité est le secteur d'activité qui soutient ceux qui sont dans les plis de la robe, ceux qu'on ne voit pas. Or, une société n'a d'intérêt pas pour faire qu'aille beaucoup mieux ceux qui vont très bien, mais pour qu'aille un peu mieux ceux qui sont un peu plus en fragilité, parce que la force d'un pays, c'est la force de ses ressources humaines. Un pays, c'est des ressources humaines. Un pays va mal quand il y a moins de gens à bord. Voilà, c'est aussi simple que ça. Des femmes, des garçons, des enfants, peu importe de quoi. C'est absolument vital. Alors les petits hommes en gris, ils vont nous inviter des règles. Ben, finalement, Hervé, il aura fallu 15 ans pour, comme on a dit tout à l'heure, décloisonner, sortir de l'exclusivité. Non mais on est complètement timbré. Si on continue, la moitié de la France va surveiller l'autre moitié de la France de la fonction publique. Hein, c'est en gros, quand l'hôpital est passé, c'est plus les médecins, c'est les administrateurs civils, on est passé de 5% de frais de structure à 34%. Moi, je propose la liberté pour les auto-entrepreneurs, la liberté. Je me souviens de la guerre, mais alors t'as pas le droit, parce que si t'es pas agréé, t'es agréé, et tel qualif, pas tel... Mais c'était un truc, un bordel, mais invraisemblable. Vous savez ce qu'ils ont inventé, les petits hommes en gris? Ils disent, ouais, mais le CES et le CESU, il faut qu'on mette en place un observatoire parce que ça va créer de la masse monétaire et on va aller vers l'inflation. Je vous le jure. La Banque de France a ouvert un service
pour vérifier que les services à la personne ne créent pas de masse monétaire artificielle. Tout ça pour vous dire que cette bataille, elle est gagnée. C'était quoi l'idée centrale? C'est que les gens qualifiés, ces femmes et ces hommes, Dieu merci, il y en a, il faut qu'ils puissent avoir plusieurs fonctions, plusieurs qualifications, augmenter le temps global, réduire le temps de passage d'une fonction à une autre, et puis que ça soit simple finalement pour tout le monde. La simplicité a été une bouée extraordinaire, mais croyez-moi, il faut que vous soyez vigilants, je vous l'avais dit, Monsieur le Président, parce que la civilisation de l'attention aux autres, de cette main tendue, elle est toujours en danger. Je le dis devant Jean-René, qui a passé sa vie, Jean-René Le Cerf, président du Conseil général du Nord en son temps, sa conseillère spéciale, devant Hervé qui a toujours voulu libérer. Putain, mais si on pouvait juste se faire confiance dans ce putain de pays. Voilà, c'est quand même assez simple. Donc ne le prenez pas du tout escalité, c'est normal, chacun dans sa fonction. Mais je pense vraiment que libérer et que ce métier est en danger parce que cette idée... On est culturellement un pays de garçons avec des métiers nobles de garçons. Voilà. Un inspecteur des finances, c'est quand même plus noble que les services à la personne. Qu'est-ce que je vous dis? C'est comme ça. Eh bien, voilà. Moi, je suis ravi que vous en soyez là. Il y a eu des hauts et des bas. L'automaticité, elle est évidemment géniale. Il faut évidemment la généraliser. Mais faites attention. Faites attention. Ils vous attendent au coin du bois. Donc, pas de faute. Pas d'erreur, soyez bons, exceptionnels, soyez organisés et faites appel à la presse féminine, elle sera présente à vos côtés. Merci. Ça manque de ministres comme ça. Alors, on va peut-être mettre le QR code. Voilà, c'est super. Que vous puissiez justement télécharger ce rapport, les thémas de la DGE. Merci, Monsieur le Ministre. 20 ans, donc il y a du boulot, messieurs. Messieurs, parce qu'effectivement, on n'est pas très paritaire. Là. Thierry, votre avis? Moi, si je puis me permettre, je retiendrai une chose de ce qu'a dit Jean-Louis Borloo. Il y a dit plein de choses que je partage ou que je ne partage pas, mais il y a la richesse de nos organisations, ce sont les hommes et les femmes qui les composent. Et c'est ça la grande richesse, et c'est grâce à ça que nos organisations, je dirais, fonctionnent, parce que c'est cet engagement qu'ils apportent au quotidien, dans des situations parfois difficiles, complexes. Ils apportent un peu d'humanité dans un monde qui parfois en manque un peu. Alors, on va répondre à la question. Coût ou levier, cette loi positive, 20 ans après? Qui veut répondre? Allez, pour venger les petits hommes gris. Non, mais justement, en tant qu'homme moyen en bleu, j'ai envie de dire que les petits hommes gris sont autant mes ennemis. Et surtout, c'est le petit homme gris qu'on a à l'intérieur de soi, exact, qui a envie de créer de la complexité contre laquelle il faut lutter, notamment quand on est à Bercy. Voilà, donc c'est une ascèse permanente. C'est sans faire de... Le jésuite, c'est un levier qui a un coût, non? Je pense que c'est ça, oui. Ouais, c'est ça. C'est un vrai levier pour la société, mais c'est un coût qu'il faut peut-être assumer. Et en revanche, là où on peut progresser dans les années qui viennent, et le théma de la DGE nous y aidera probablement... Et il le vend bien, hein. C'est d'arriver à spécifier ce coût, en fait, à rentrer dans le détail. C'est-à-dire que les années où on disait juste, ok, c'est 9 milliards, mais les SAP, c'est important, laissez-nous tranquilles, ça a pu marcher une fois, 2 fois, 3 fois, mais je pense que maintenant, la représentation nationale demande à ce qu'on entre un peu plus dans le détail, et comme on a les données, on peut le faire, en essayant de défendre les paramètres un par un et d'avoir un dialogue service par service. Voilà, on est capable maintenant, je pense, d'avoir ce niveau de discussion plutôt que de prendre le débat en bloc. Mais c'est un levier qui a un coût. Mathieu, d'accord avec ça?
Je vais pas te contredire là-dessus. Je dirais levier dans tous les cas. Après, c'est vrai que oui, la formule que tu emploies est bonne. Un levier qui a un coût dans tous les cas et donner de la visibilité, notamment avec ce que tu es venu nous apporter aujourd'hui. Clairement, ça va. Donc il suffit de prendre en photo le QR code aujourd'hui. Prendre en photo le QR code. Depuis 2 ans, vous savez vous en servir. Et puis les enjeux quand même d'avance immédiate, je le répète, mais c'est vrai que c'est un sujet sur lequel nous on est quand même très spécialisé maintenant depuis que c'est arrivé. Ça va permettre de rendre. Alors, il y a des activités qui ne sont pas encore concernées. Il y a beaucoup de sujets informatiques, finalement, d'API entre les outils de l'URSSAF et puis les outils des plateformes qui ne sont pas encore rattachées. On en parlait tout à l'heure. Mais voilà, il y a le côté attractivité sur lequel, clairement, nous, on l'a vu depuis 2 ans, grâce à l'avance immédiate qui, si demain est élargie à toute l'activité des services à la personne, permettra d'appuyer encore plus le fait que on est sur une loi qui est un vrai levier, en sachant qu'on est sur des j'ai écouté attentivement Monsieur le Ministre pendant son discours, c'était passionnant. Voilà. J'allais dire comme d'habitude. Nicolas. Non, mais super intervention avec beaucoup de verbes, beaucoup plus que je n'en aurais, j'aurais pas dit mieux. Moi j'ai juste, si vous voulez, l'histoire, la blague qu'on se raconte dans le milieu de l'entrepreneuriat. Vous savez, une création d'entreprise, c'est souvent un entrepreneur et puis une personne qui produit. Et donc, après, pour développer son activité, on prend un directeur commercial. Donc on a 2 personnes qui réfléchissent et une qui produit. Et puis après, l'activité se développe, donc ça commence à générer du cash, de l'argent. Donc il faut quelqu'un pour gérer la trésorerie et gérer le cash. Donc on prend un DAF. Donc on a 3 personnes qui réfléchissent et toujours une qui produit. Et puis après, il commence à y avoir des frictions entre personnes qui réfléchissent. Donc on se dit, il faut quelqu'un pour gérer le dialogue social. Donc on prend un DRH. Donc on en est à 4 personnes qui réfléchissent, 4 têtes pensantes, pour toujours une qui produit. Et puis après, on veut scaler, on veut se développer, on veut faire une levée de fonds. Donc en ce moment, pour faire une levée de fonds, il faut être estampillé RSE, il faut les engagements ESG qui vont bien. Donc on prend en plus un directeur de la qualité de la RSE. Donc on en est à 5 têtes pensantes et une qui produit. Et si vous voulez, pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est le système parfois auquel on aboutit. Jean-Luc Borloo nous a parlé à juste titre de vendeurs de bonheur, de métiers féminins, de valorisation, de reconnaissance. Et là, on en est à avoir des discussions sur des cahiers des charges, des déclarations, des agréments du mandataire, du prestataire, de l'APA, du SIAPA. Enfin, on arrive à un niveau de complexité et on se détourne complètement de ce qui fait en fait l'essence même de nos métiers. Nous, on est là pour cultiver et entretenir le lien social. Et effectivement, c'est des métiers faits par les femmes. Alors, c'est peut-être un peu brut, mais c'est ça. Pour les femmes, faits par les femmes. Et le risque, c'est que finalement, on se détourne complètement de la nature même de la démarche et qu'on perde le sens de ce qu'on fait. Une dernière question rapide, puisqu'il nous reste 1 minute 30 environ. Comment ça se passe à l'étranger? Comment ça se passe ailleurs? Parce que moi, j'ai toujours l'impression que chez nous, on est toujours en train de réinventer le fil à couper le beurre. Comment ça se passe ailleurs? Est-ce qu'ailleurs, ils payent plus cher les services? La Belgique, pays riche, on sait qu'ils payent moins, mais l'État paye plus. Dans le Sud, c'est différent. Nicolas, peut-être. Ou je ne sais pas qui veut répondre. Alors, ce qui est rassurant, c'est qu'il n'y a pas forcément, à ma connaissance du moins, de modèle idéal. Nous, on a regardé avec notre groupe une possible internationalisation, un développement à l'étranger. En Europe du Sud, les marchés ne sont pas forcément encore hyper matures, mais même dans les pays nordiques ou scandinaves, c'est pas simple. Il y a toujours un effort d'adaptation du modèle parce que c'est des activités qui reposent quand même beaucoup sur les finances publiques. Les pays anglo-saxons, l'offre est évidemment plus libéralisée, donc il y a moins de carcans administratifs, plus de pression concurrentielle, mais les mêmes problèmes de recrutement. Et puis pour reprendre l'exemple de la Belgique, la Belgique, si vous voulez, entre la Wallonie, la Flandre et la Communauté de Bruxelles, il y a un triple effort d'adaptation, raison pour laquelle j'ai abandonné moi mes projets de développement en Belgique. Donc c'est pas, en fait, il y a quelques bonnes idées à prendre à droite à gauche, mais l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. On peut imaginer, oui. Ah. Attends, prends le micro, ce sera plus simple. Merci.
Excusez-moi de l'interrompre, mais en fait, il y a une dame, une journaliste qui voudrait poser une question. Et je voudrais laisser également la parole à Marie-Béatrice Levaux. Donc, madame, je laisse poser une question. Oh, tu finis après, d'accord, puis après... Thank you. Merci beaucoup, je vous remercie. J'ai une question vraiment générale par rapport au vieillissement de la population. J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt depuis tout à l'heure ce que vous avez présenté. J'ai l'impression qu'on n'est pas vraiment rentré dans le vrai vif du sujet, même si M. Borloo l'a vraiment évoqué. Déjà, je m'étonne qu'il n'y ait même pas de femmes alors que 80% des aidantes sont des femmes, donc whatever, je suis une femme aussi. Et c'est rare que je parle de mon cas personnel. Je suis journaliste depuis 22 ans politique. Mais je voudrais vraiment faire un petit, je sais pas, une espèce de peut-être de remettre ça sur le table. On n'a pas trop parlé de nous depuis tout à l'heure. On parle vraiment de legislation, whatever, les 9 milliards de la Cour des comptes. Je suis ce dossier depuis 10 ans, tout ce qui se passe ici. Il y a beaucoup d'incentives, d'encouragement, etc. Mais moi, ça fait 22 mois, j'attends encore un aidant à domicile. Et j'aimerais juste avoir une réponse par rapport à l'écart entre ce que nous payons pour une agence qui nous envoie quelqu'un à domicile, où nous payons entre 27 et 30 euros de l'heure. Monsieur peut-être va m'apporter la réponse. Et la personne qui, elle, m'aide à domicile, qui, elle, est adorable, elle a 9 euros net. Et donc, effectivement, il n'y a pas vraiment d'attractivité, comme vous dites, puisque vous cherchez à savoir quel était le frein. C'est pas attractif, il n'y a pas de reconnaissance. ADMR, je sais un petit peu ce que vous faites avec vos véhicules que vous donnez pour vos aidants à domicile, etc. Mais est-ce que je dois aller vivre en milieu rural pour avoir ça? Ah non, non. Depuis le Covid, honestly, on est un petit peu oublié et c'est pas étonnant qu'il y a une pénurie. Thank you very much. Merci. Vous avez 3 heures pour répondre. Qui veut se lancer parce qu'il y a du boulot là, hein? Non, mais je crois que vous l'avez dit, la question, d'abord, la rémunération. Moi, je pense que la rémunération, il n'y a pas que ça, mais c'est un élément extrêmement important. Après, il y a quand même des... Quand on dit 9 euros net, par exemple, alors il faut savoir qu'on a, pour la première fois depuis quelques années, on est revenu, les premiers niveaux sont sous la grille, sous le SMIC. Donc ça, c'est un vrai problème. Et c'est pas que notre secteur. Hein. On sait qu'il y a beaucoup de secteurs où les premiers niveaux sont sous le SMIC. Ça veut dire qu'il y a un tassement, il y a eu un tassement très fort avec l'inflation des grilles de rémunération qui fait que les personnes vont mettre plusieurs années avant de voir finalement leur rémunération un peu décoller. Donc ça, c'est un premier problème. Après, vous avez dans le coût de vente finalement du service, vous avez d'autres frais qu'il faut prendre en compte. Vous avez bien sûr toutes les charges sociales, mais vous avez aussi des frais qui peuvent être de véhicules, de mobilité, etc. Donc il faut mettre tout ça bout à bout. Moi, je vous assure que dans un réseau comme le nôtre, nous ne faisons pas d'excédent. Je veux dire qu'aujourd'hui, on est plutôt à se poser la question comment on va finir la fin de l'année. Est-ce que donc on réclame à corps et à cri des fonds d'urgence, voilà, parce que il faut voilà renflouer. Donc alors je pense que c'est ça me semble-t-il, hein, c'est la question de la rémunération. Je crains que vous n'ayez pas votre aide tout de suite, madame. Ça peut prendre un moment. Allez-y. Merci Thierry. Alors il paraît qu'il faut que je me lève. Monsieur le ministre, il y a 20 ans, on était au ministère du Travail sur la Grande Tente. Comment? Oui. Il y avait 20 hommes. Ils sont encore là. Il m'a demandé de me lever, mesdames, pour essayer de faire une petite caution, cher Alain. Parce que, oui, c'est des femmes qui parlent aux femmes. Je suis Marie-Béatrice Levaux. J'ai été présidente de la Fédération des partis employeurs de France jusqu'en 2022. Je suis aujourd'hui présidente de la Fondation du domicile. Hein? Pendant 40 ans. Voilà, monsieur le ministre dit que je suis inoxydable. Je me suis battue pour que les particuliers employeurs rentrent dans les services à la personne. Ils n'y étaient pas, cher monsieur le ministre. Voilà. On s'est battu pour ça. Être particulier employeur à domicile, c'est effectivement prendre une responsabilité d'employeur. C'est pas facile. C'est aujourd'hui 3 500 000 particuliers employeurs qui emploient 1 200 000 salariés en France, sur tous les territoires. Et nous, il n'y a pas d'effet d'aubaine. Quand vous donnez 14 euros net de l'heure à votre salarié, vous payez les cotisations déclarées au CESU. C'est tout.
Et donc je pense que c'est très important aujourd'hui. Et moi je reconnais le travail qui a été fait. Je ne suis pas virulente opposante. La seule chose, c'est que j'ai du mal à ce qu'il ne soit pas virulent opposant avec nous. Et ça, c'est un autre débat. Mais je reconnais le travail qui a été fait. Vous avez ouvert des portes extraordinaires. On était oubliés, on s'est mis dans le jeu. Et je vais vous dire, Monsieur le Ministre, notre plus grande fierté, c'est que 1er janvier 2025, un accord paritaire étendu permet enfin de faire entrer 1 200 000 salariés dans la prévention et la santé au travail. Et ça, c'est une grande fierté pour nous. Merci Alain de m'avoir permis de faire ça. Et on va quand même applaudir nos 4 invités qui ont été sympas, extraordinaires et qui n'ont pas été langue de bois. Merci à eux. Et merci, Monsieur le Ministre. 20 ans. Finalement, 20 ans, c'est jeune.